Le jour où j'ai réalisé que mes parents n'arrêtaient pas de s'introduire dans mon appartement n'a pas été le jour où tout s'est effondré. Ce fut le jour où j'ai compris jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je rentrais chez moi et trouvais des lumières que je n'avais jamais allumées, de la nourriture que je n'avais jamais cuisinée, et des couvertures épousant la forme de corps qui n'était pas le mien. Chaque recoin me murmurait que je ne vivais pas seul du tout. Les gens pensent que la famille dépasse les limites par amour. Mais que se passe-t-il si dépasser les limites devient la seule façon qu'ils connaissent de vous retenir? Parce qu'au moment où j'ai finalement disparu, c'est là que la véritable histoire a commencé. Je n'ai pas toujours été aussi prudente. Il fut un temps où je croyais que les limites étaient simples. On trace une ligne, les gens la respectent. Mais dans ma famille, une ligne n'était qu'une chose à franchir. C'est peut-être pour cela qu'à 29 ans, je sursautais encore lorsque mon téléphone s'illuminait du nom de ma mère, ou lorsque la voix de mon père adoptait ce ton doux et empreint de culpabilité qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait que quelque chose soit cédé sans bruit. En grandissant, l'intimité était un fantasme que je voyais les autres enfants apprécier. La porte de ma chambre aurait tout aussi bien pu être en verre. Maman, Hélène, entrait quand bon lui semblait parfois en fredonnant, parfois en silence, toujours en train de chercher. Elle prenait mes carnets, parcourait les pages et posait des questions masquées sous le couvert de l'inquiétude. « Tu caches trop de choses », disait-elle, sans jamais s'arrêter pour se demander pourquoi je ressentais le besoin de me cacher. Papa, Philippe, n'intervenait jamais. Il haussait les épaules, marmonnait quelque chose sur le maintien de la paix, puis la laissait continuer. Pendant ce temps, ma petite sœur, Léa, vivait comme une reine dans un royaume bâti sur les exceptions. Sa chambre était interdite d'accès. Son désordre était appelé créativité. Ses erreurs étaient des phases. Les miennes étaient des avertissements. Notre maison avait deux ensembles de règles, un indulgent, un suffocant. Et j'ai grandi en sachant exactement quel ensemble m'appartenait. Alors, quand j'ai enfin déménagé dans un appartement d'une chambre avec vue sur les toits de Lyon, j'ai cru avoir franchi un seuil invisible vers l'âge adulte. J'ai acheté ma propre vaisselle, j'ai rangé ma bibliothèque comme je l'aimais et j'ai accroché de douces guirlandes lumineuses qui rendaient les soirées plus calmes que tout ce que j'avais connu. J'y respirais différemment, plus lentement, plus profondément, comme si mes poumons faisaient enfin confiance à l'air qui les entourait. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. La première fois que maman est entrée, elle a agi comme si c'était une visite surprise, apportant des provisions qu'elle ne m'avait jamais demandé si je voulais. Elle a enfilé un tablier qu'elle a sorti de son sac à main et a commencé à cuisiner comme si elle avait attendu toute la semaine pour en avoir l'occasion. Papa s'est installé sur mon canapé, prétendant vouloir juste admirer la vue, bien que ses yeux ne cessaient de dériver vers mon courrier sur le comptoir. Je me suis dit que c'était un malentendu, un faux pas qu'elle corrigerait une fois que je lui aurais expliqué. Mais expliquer les choses à ma mère n'avait jamais rien changé auparavant. Cela n'a rien changé cette fois-ci non plus. Puis sont venues les violations plus petites, des boîtes déplacées, des vêtements que je n'avais pas portés depuis des mois soudainement dans le panier à linge, une légère empreinte sur mon oreiller, Léa empruntant mon pulsant demandé, l'écran de mon ordinateur portable laissé ouvert sur des onglets que je ne reconnaissais pas. Chaque incident était assez anodin pour être excusé, mais ensemble, il ressemblait à une marée montante sous mes pieds. Je connaissais ce schéma. Je l'avais déjà vécu. Et tout comme lorsque j'étais adolescente, ma mère appelait ça de l'amour. Mon père appelait ça de la protection. Et j'étais censé appeler ça normal. Sauf que cette fois, ce n'était pas leur maison. C'était la mienne. Et au fond de moi, je sentais déjà quelque chose que je n'étais pas encore assez courageuse pour admettre, si je ne les arrêtais pas bientôt, ils me prendraient cet endroit aussi. Une porte non verrouillée, une excuse, une intrusion à la fois. Le changement ne s'est pas produit d'un seul coup. C'était lent, silencieux, comme un courant d'air s'infiltrant par une fenêtre que l'on pensait hermétiquement fermée. Je rentrais du travail et remarquais quelque chose de très légèrement déplacé, un placard laissé ouvert, des épices réarrangées, mes serviettes pliées soudainement empilées bord vers l'extérieur au lieu de bord vers l'intérieur. Des choses anodines, faciles à ignorer. Mais c'est ainsi que ma mère fonctionnait, non pas avec des tempêtes, mais avec des brises qui finissaient par devenir des vents assez forts pour vous remettre à votre place. Un jeudi soir, je suis rentré pour trouver mon réfrigérateur réorganisé comme elle le faisait à la maison, les fruits et légumes en haut, les protéines au milieu, les aliments de la tentation, cachés derrière tout le reste. Les plats surgelés que j'achetais pour les semaines chargées avaient disparu. À leur place se trouvaient des bocaux de ses soupes, de ses vinaigrettes, de ses préférences, une vie organisée, la sienne, pas la mienne. Je suis resté là,
l'air froid s'échappant, réalisant que je n'imaginais rien de tout cela. J'étais sous contrôle. Puis il y avait Léa. Elle traitait mon appartement comme un niveau bonus dans un jeu vidéo qu'elle possédait déjà. Je trouvais des traces d'elle partout, des taches de mascara près de mon miroir, des tasses de café glacé à moitié finies dans mon évier, des vêtements jetés sur le dossier de ma chaise. Quand je la confrontais, elle en riait. « Détends-toi, Chloé. Tu agis comme si j'étais une étrangère. » Elle le disait toujours comme si j'étais déraisonnable, comme si le problème n'était pas qu'elle franchisse les limites, mais que je veuille qu'elle soit respectée. Mais le moment qui a brisé le dernier fil du déni est survenu 2 semaines plus tard. Je suis entré après une longue journée, espérant le silence, pour trouver mon ordinateur portable ouvert sur la table basse. Des pages de notes que je n'avais pas écrites s'affichaient à l'écran. Des recherches que je n'avais pas faites, des fenêtres que je n'avais pas ouvertes. Et puis, comme pour laisser une preuve, un de mes brouillons de projet était à moitié cliqué, comme si quelqu'un avait commencé à lire mais s'était ennuyé à mi-chemin. Ma poitrine s'est serrée. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu immédiatement. « Oh, ma chérie, ne sois pas si dramatique », a-t-elle dit quand je lui ai demandé si elle était venue. « Ton propriétaire m'a laissé entrer. Je lui ai dit que tu ne me répondais pas et que j'étais inquiète. Honnêtement, tu devrais être reconnaissante que quelqu'un veille sur toi. » Quelque chose en moi s'est glacé. « Maman », ai-je murmuré. « Tu as menti pour entrer chez moi. » Ce n'est pas mentir. C'est de l'inquiétude. Tu travailles trop. Tu t'isoles. Tu as besoin de soutien. Du soutien. Ce mot ressemblait à un piège qui se refermait. Après avoir raccroché, je me suis assise par terre, le dos contre le canapé, laissant le poids de tout s'installer. Chaque souvenir d'enfance, les journaux intimes ouverts, les textos surveillés, les localisations suivies est revenu en une vague suffocante. Ce n'était pas nouveau. C'était le même schéma, ravivé et enhardi. Le lendemain matin, je n'arrivais pas à me concentrer au travail. J'ai pris rendez-vous pour une séance de thérapie pendant ma pause déjeuner. Ma thérapeute a écouté, puis s'est penchée en avant et a dit doucement, « Chloé, ce n'est pas de l'inquiétude. C'est de l'enchevêtrement. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des violations des limites. » C'était la première fois que quelqu'un nommait ce que j'avais eu trop peur d'articuler. « Votre maison n'est pas sûre », a-t-elle ajouté doucement. « Ni émotionnellement, ni psychologiquement. Vous avez besoin de distance. » Ils ne peuvent pas ignorer cela. Je suis sorti dans l'air froid de Lyon avec une pensée qui se répétait comme un battement de cœur, si je reste ici, ils n'arrêteront jamais. Une fois que la vérité s'est installée, le genre de vérité qui ne frappe pas à la porte mais qui défonce votre poitrine, je savais que rester signifiait capituler. Les mots de ma thérapeute continuaient de résonner, vous avez besoin de distance. Ils ne peuvent pas ignorer cela. Elle ne parlait pas d'une conversation, d'un ton plus ferme ou d'une autre tentative vouée à l'échec d'établir des limites. Elle parlait d'évasion. Une distance réelle, physique, sans laisser de traces. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je me suis assise à ma petite table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé 4 mots dans la barre de recherche, immeuble d'appartement sécurisé Lyon. En parcourant les annonces, j'ai réalisé à quel point mon monde avait été petit. J'avais passé des années à croire que l'intimité était un privilège dont d'autres personnes pouvaient jouir. Mais cette nuit-là, pour la première fois, l'intimité m'a semblé être quelque chose que je pouvais choisir. J'ai trouvé un immeuble en centre-ville, accès par carte magnétique, un hall d'entrée avec du personnel, des caméras dans chaque couloir, des ascenseurs qui nécessitaient une autorisation juste pour se déplacer. Un endroit où personne ne pourrait entrer en usant de son charme, pas même ma mère. J'ai programmé une visite pour le lendemain matin. Dès l'instant où je suis entré dans le hall, j'ai su. L'éclairage chaleureux, le bourdonnement silencieux des bouches d'aération, les sols polis reflétant les lumières de la ville, cela ressemblait à un lieu construit pour des gens qui avaient autant besoin de murs que d'air. L'agent de location m'a montré un appartement d'angle avec de hautes fenêtres et un balcon fermé à clé. Je suis resté là, imaginant un silence qui n'appartenait qu'à moi. J'ai signé le bail avant que ma peur ne puisse m'en dissuader. Le déménagement devait se faire en secret. Aucune chance pour ma mère de me culpabiliser. Pas d'espace pour que Léa en fasse un spectacle. Juste de l'action. Une action nette, irréversible. Sarah et Julien ont proposé leur aide dès que je leur en ai parlé,
se présentant après minuit avec des sweats à capuche et des gants comme si nous planifions un casse. Répète-moi pourquoi nous chuchotons, murmura Julien alors que nous fermions les cartons avec du ruban adhésif. Parce que s'il se présente, ai-je chuchoté en retour, je ne pourrai pas partir. Nous avons tout emballé vêtements, livres, ustensiles de cuisine calmement, méthodiquement. J'ai laissé derrière moi tout ce qui semblait trop reconnaissable, les tasses que ma mère avait achetées, pour mon bien, les pulls que Léa prétendait être les siens jusqu'à ce qu'elle se sente généreuse, les cadres que papa insistait pour que j'accroche pour que l'endroit ressemble à un foyer. Je ne voulais rien qu'il puisse revendiquer. À 2 heures du matin, le camion de déménagement a grondé doucement à l'extérieur. Nous avons chargé ma vie dans l'obscurité, chaque trajet dans le couloir ressemblant à un compte à rebours. Lorsque le camion s'est éloigné, j'ai verrouillé la porte une dernière fois et j'ai glissé la clé de secours que ma mère brandissait autrefois comme un insigne dans une enveloppe adressée au propriétaire. Pas d'explication, pas d'adresse de suivi. Dans le nouvel immeuble, le personnel de nuit a vérifié ma carte d'identité, m'a remis une élégante carte magnétique noire et m'a accueilli par mon nom. Ce petit geste m'a semblé être une révolution tranquille. Alors que j'entrais dans mon nouvel appartement, la porte se refermant derrière moi avec un déclic, une phrase s'est formée nettement dans mon esprit. J'ai donc déménagé sans leur dire. Non par dépit, non par rébellion, mais parce que disparaître était le seul moyen de devenir enfin visible à mes propres yeux. Pendant les 3 premiers jours dans mon nouvel appartement, j'ai gardé mon téléphone en mode silencieux et retourné. J'ai laissé le monde se réduire au bourdonnement régulier de l'immeuble, à l'écho doux de mes pas sur le parquet, au confort inconnu de savoir que chaque son à l'intérieur de ces murs venait de moi et uniquement de moi. J'ai dormi sans me réveiller en sursaut. J'ai cuisiné sans me demander qui réorganiserait mes ingrédients quand je ne serais pas là. C'était comme de l'oxygène que je n'avais pas respiré depuis des années. Mais la paix dans ma famille n'a jamais duré longtemps. Le matin du 4e jour, j'ai finalement retourné mon téléphone. L'écran s'est allumé comme une fusée de détresse. Des dizaines d'appels manqués, des textos frénétiques et des messages vocaux empilés avec des horodatage à quelques minutes d'intervalle. Ma mère, mon père, Léa, même des numéros que je ne reconnaissais pas probablement des voisins de mon ancien immeuble. Chloé, réponds immédiatement. Ce n'est pas drôle. Où es-tu? Nous arrivons. Appelle-nous tout de suite. Et puis, la publication de Léa sur les réseaux sociaux, ma sœur a disparu. S'il vous plaît, priez pour qu'elle rentre à la maison. Disparu. L'ironie m'a presque fait rire, mais plus je faisais défiler, plus je sentais que ce n'était pas seulement de la panique. Ça partait en vrille. J'ai posé le téléphone, essayant de ralentir ma respiration, quand il a sonné de nouveau. Numéro inconnu. Quelque chose m'a dit de répondre. Est-ce bien Chloé Durand? A demandé une voix calme. Oui. Ici l'agent Dubois de la police nationale de Lyon. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Mon estomac s'est noué, mais ma voix est restée stable. Je le suis. Je vous appelle parce que des membres de votre famille ont été impliqués dans un incident à votre ancienne résidence. Nous avons besoin que vous veniez au poste pour vérifier quelques détails. J'ai fermé les yeux, expirant lentement. Que s'est-il passé? Ils ont tenté d'entrer dans votre ancien appartement, a-t-elle dit avec précaution. Les locataires à l'intérieur ont cru à une effraction. Bien sûr qu'ils l'ont cru. Ma famille ne frappait pas. Ils ne l'avaient jamais fait. J'arrive tout de suite, ai-je dit. Quand je suis entré dans le poste, les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de rangées de chaises, l'odeur de café rassis flottant depuis quelque part derrière le bureau d'accueil. Une réceptionniste m'a dirigé vers une petite salle de conférence, et lorsque je suis entré, la scène m'a frappé comme une gifle. Ma mère était assise à la table, le mascara coulé, des larmes striant ses joues en lignes inégales. Mon père se tenait à côté d'elle, la mâchoire serrée, les yeux se dirigeant vers l'embrasure de la porte à mon apparition. Et Léa faisait les 100 pas dans un coin, les bras croisés, le visage marbré de larmes ou de honte d'avoir été prise. C'était difficile à dire. Au moment où ma mère m'a vu, elle a halté, se levant si brusquement que sa chaise a grincé contre le sol. Chloé! Oh mon Dieu, où étais-tu? Nous pensions que tu étais morte. Sa voix tremblait, mais sous la panique, j'ai reconnu autre chose, l'accusation, comme si ma disparition avait été une attaque personnelle contre elle. Je ne me suis pas approché. Je vais bien, ai-je dit calmement. Vous n'auriez pas dû être à mon appartement. Ce n'est plus ton appartement, a marmonné mon père,
comme si cela justifiait quoi que ce soit. L'agent Dubois est entré alors, calme et posé. « Asseyons-nous tous », a-t-elle dit. Ma mère a reniflé de manière dramatique et s'est effondrée sur sa chaise, serrant des mouchoirs comme des accessoires. Je suis resté debout jusqu'à ce que l'agent me fasse signe de m'asseoir sur le siège en face d'eux. « Madame Durand », a-t-elle commencé, « nous devons clarifier où vous vous trouviez et si vous allez bien, car votre famille a signalé votre disparition. » Je n'étais pas porté disparu, ai-je dit. J'ai déménagé. Tu as déménagé, a répété ma mère, la voix brisée. Sans nous le dire? Sans me le dire à moi. Son ton blessé m'aurait autrefois anéanti. Maintenant, il sonnait comme un piège familier qui se refermait. Oui, ai-je simplement répondu. Léa a levé les yeux au ciel. Tu es ridicule, Chloé. Si tu nous l'avais simplement dit, rien de tout cela ne serait arrivé. Revenons sur ce qui s'est passé, a dit l'agent Dubois en s'éclaircissant la gorge. Selon les locataires et les témoins, votre famille a tenté de forcer l'entrée d'un logement qui n'était pas le leur. C'est un mensonge, a hurlé ma mère. Nous pensions que Chloé était à l'intérieur. Nous essayions de la sauver. En grimpant sur le balcon de quelqu'un, a demandé l'agent d'un ton neutre. Léa s'est agitée, mal à l'aise. J'ai glissé. Ce n'était pas comme une vraie effraction. Mon père s'est frotté la tempe. Nous étions désespérés. Notre fille avait disparu. Que devions-nous penser? Vous êtes censé respecter son intimité, a dit l'agent. C'est une adulte. Son absence n'est pas un crime. Leur silence s'est abattu comme un poids sur la table. J'ai inspiré. J'ai déménagé parce que vous n'arrêtiez pas d'entrer chez moi. La tête de ma mère s'est tournée brusquement vers moi. Nous ne sommes entrés que pour t'aider. Tu as menti à mon propriétaire, lui ai-je rappelé. Tu lui as dit que j'étais instable pour qu'il te laisse entrer. Elle a tressailli au mot « menti », mais s'est rapidement reprise. J'étais inquiète. Tu as lu mes affaires. Tu as réorganisé ma maison. Tu as donné une clé à Léa. Léa a ricané. Oh, s'il te plaît. Tu agis comme si j'avais volé quelque chose. Tu as volé mon espace, ai-je dit. Mon lieu sûr. L'agent Dubois a croisé les mains. Madame Durand, souhaitez-vous documenter formellement ces préoccupations concernant les limites? Ma mère a eu un hoquet de surprise. Documenter? C'est notre fille. Et vous êtes des intrus, a répondu calmement l'agent. Intentionnellement ou non. Les mots ont frappé ma famille plus durement que tout ce que j'avais dit. Mon père s'est penché en avant. Chloé, allons. Nous avons fait des erreurs, mais impliquez la police. C'est vous qui l'avez impliqué, ai-je dit doucement, pas moi. La phrase de ma thérapeute, la phrase qui définissait tout, s'est installée dans la pièce comme une vérité à laquelle aucun d'eux ne pouvait échapper. Les lèvres de ma mère tremblaient. Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. J'ai croisé son regard. Je ne vous ai rien fait. J'ai juste arrêté de vous laisser me faire des choses. Silence. Lourd. Nécessaire. L'agent Dubois a fait glisser un formulaire sur la table. Compte tenu des circonstances, je recommande un accord de limites écrit. Ce n'est pas une ordonnance restrictive, mais cela documente les attentes pour l'avenir. Ma mère l'a regardé comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. J'ai gardé une voix stable. Voici mes conditions. 3 lignes simples. Vous ne viendrez pas dans ma nouvelle maison. Nous ne nous rencontrerons que dans des lieux publics. Vous n'accéderez pas à mes effets personnels, à mes comptes ou à mon courrier. Jamais. Mon père a froncé les sourcils. C'est extrême. Non, ai-je dit doucement. C'est l'âge adulte. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis, lentement, avec la réticence de gens qui réalisent que le monde ne se plie plus à leur volonté, mes parents ont signé. Léa a signé en dernier, les sourcils froncés, la mâchoire serrée, la compréhension se dessinant enfin sur son visage. Lorsque le papier est revenu vers moi, les signatures scintillant légèrement sous la lumière du plafonnier, quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'est dénoué, quelque chose qui avait été tordu pendant des années. Ma mère a murmuré, « L'époque où tu avais besoin de nous me manque. » J'ai rassemblé les papiers calmement. Vous pouvez toujours faire partie de ma vie. Simplement pas de ma maison. L'agent Dubois a hoché la tête en signe d'approbation.
Et alors que je sortais du poste de police, l'air froid de Lyon m'a enveloppé comme une page blanche. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très, très longtemps, la liberté. Gagnée, choisie, indéniable. Les jours qui ont suivi le passage au poste de police m'ont semblé inhabituellement calmes, comme si le monde avait enfin cessé de faire pression sur ma peau. Dans mon nouvel appartement, les matinées étaient lentes et douces. J'ouvrais les stores et laissais la lumière du soleil de Lyon inonder le parquet, un rappel que cet espace, cette paix, m'appartenait entièrement. Pas de bruit de pas inattendu, pas d'épices réarrangées, pas de peur persistante que quelqu'un ait franchi une limite pendant mon absence. Ma famille a gardé ses distances, comme convenu. Nous ne nous rencontrions que dans des lieux neutres, un café tranquille près de la gare de Lyon-Pardieu, où les tables étaient petites et les limites étaient sans équivoque. Ma mère arrivait avec précaution maintenant, comme si elle entrait dans une pièce où les règles avaient changé et où elle n'était plus sûre de celles qui s'appliquaient à elle. Mon père écoutait plus qu'il ne parlait, et Léa, étonnamment, s'est adoucie. L'embarras d'avoir fait face à la police l'avait fait mûrir d'une manière que les leçons de morale n'avaient jamais réussi à faire. Aucun de nous ne prétendait que les choses étaient parfaites, mais pour la première fois, il traitait mon espace émotionnel et physique comme quelque chose de réel, de valide. Et au fil des semaines, je me suis senti m'épanouir dans la vie que j'avais mise de côté pendant des années. Je respirais plus profondément. Je dormais pleinement. J'existais sans me préparer à l'impact. Parfois, la guérison n'est pas bruyante. C'est parfois le simple son d'une porte verrouillée qui reste verrouillée. Avec le recul, partir n'était pas la punition qu'ils avaient toujours supposée. C'était la première fois que je me choisissais sans excuse. Ma famille existe toujours dans ma vie, juste à une distance qui me permet enfin de respirer. Et si vous avez déjà dû vous battre pour votre propre espace, pour le droit de vous sentir en sécurité dans le lieu que vous appelez votre foyer, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci.